L'odeur du café refroidi traînait encore dans l'air quand la voiture de Théodose a tourné le coin de la rue Volmier. J'ai regardé les feux arrière disparaître derrière la haie de charme taillée, ce rouge sang qui s'éteignait comme une braise sous la pluie, et quelque chose dans ma poitrine s'est serré d'une façon que je ne savais pas encore nommer. 3 semaines. Il avait dit 3 semaines, peut-être 4. Lyon, Bruxelles, ensuite Düsseldorf. Des réunions avec des gens dont les noms ressemblaient à des codes. Veltuis, Tcherniak, Bontemps-Lacroix. Je ne posais jamais trop de questions sur ces affaires. C'était notre arrangement tacite, notre traité de paix domestique. Je suis restée sur le seuil encore un moment, les bras croisés sur ma poitrine, malgré la tiédeur de ce mardi de septembre, à écouter le silence reprendre possession de la maison, comme une marée qui monte. Une maison de campagne retapée à la va-comme-je-te-pousse, avec ses poutres trop basses, ses fenêtres qui laissent passer le vent par endroits, et ce jardin légèrement sauvage que Théodose appelait champêtre, pour ne pas dire abandonné. La maison de ses parents, la maison où son fils, Anselme, avait grandi. Anselme. J'ai fermé la porte et je me suis retournée vers le couloir. Il était là, dans son fauteuil roulant, positionné devant la grande fenêtre du salon comme il l'était toujours. Un tableau vivant et immobile, les mains posées à plat sur les genoux, le regard dirigé vers le jardin où les tournesols de fin de saison courbaient la tête comme des pénitents. 24 ans, un visage taillé comme du buis, anguleux, avec ses yeux d'un gris-vert particulier qui m'avait troublé la première fois que je les avais vus, 2 ans plus tôt, quand Théodose me l'avait présenté, avec cette phrase maladroite. « Mon fils, il a eu un accident, il ne marche plus, point. » Comme si c'était tout ce qu'il y avait à savoir, comme si Anselme était une information et non une personne. J'avais essayé, pendant ces 2 ans, de tisser quelque chose avec lui. Une conversation, une habitude, n'importe quel fil ténu. Il répondait poliment, avec des phrases courtes et précises, jamais agressif, jamais chaleureux. Poli comme une porte vitrée. On voyait à travers, mais on ne pouvait pas entrer. Son médecin, le docteur Alversen, nous avait expliqué que le traumatisme psychologique accompagnait parfois les blessures physiques, que la paralysie pouvait avoir une composante, il avait cherché ces mots, mixte. Théodose avait hoché la tête avec l'expression de quelqu'un qui comprend mais ne veut pas comprendre. Et moi, j'avais noté le mot dans un coin de ma mémoire sans savoir quoi en faire. Je vais préparer le déjeuner vers midi, ai-je dit à la nuque d'Anselme. Tu veux autre chose avant ? Non merci Céliane. Toujours mon prénom complet, jamais de diminutif. Une politesse millimétrée. Je suis montée dans mon bureau, une ancienne chambre de bonne sous les combles que j'avais transformée en espace de travail, pour répondre à des courriels que j'avais négligés depuis 2 jours. J'ai travaillé 1 heure, peut-être un peu plus, bercée par le craquement familier des poutres et le bruit du vent dans les gouttières. C'était une journée ordinaire qui commençait de façon ordinaire, et je n'avais aucune raison de penser qu'elle deviendrait l'une de celles dont on se souvient jusqu'à la fin de sa vie. C'est le chien qui m'a tiré de mon travail. Basalte, un vieux braque de Weimar au museau blanchi, sourd d'une oreille, que Théodose avait hérité de sa mère, grattait à ma porte avec une insistance inhabituelle. Il ne montait presque jamais à l'étage. Je l'ai regardé, intrigué, et j'ai remarqué qu'il tremblait légèrement, ses oreilles plates contre son crâne. « Qu'est-ce qu'il y a, toi ?» Il a gémi et s'est retourné vers l'escalier. J'ai reniflé l'air distraitement, et quelque chose m'a frappé. Une odeur vague, légèrement soufrée, pas tout à fait la même que d'habitude. Une odeur qui ressemblait à celle du gaz, mais que je n'aurais peut-être pas identifiée si j'avais eu l'esprit ailleurs. J'ai froncé les sourcils. Nous avions une vieille cuisinière à gaz dans la cuisine, et un chauffe-eau que Théodose avait toujours promis de faire vérifier la semaine prochaine. La semaine prochaine éternelle. Je me suis levée. J'ai descendu le premier escalier, traversé le couloir du premier étage, commencé à descendre le second, et c'est là que l'odeur est devenue indéniable. Pas une vague suggestion, une présence, épaisse, insistante, le genre d'odeur qui colle à l'arrière de la gorge. « Anselme !» ai-je appelé, la voix plus aiguë que je ne l'aurais voulu. « Tu sens quelque chose ?» Pas de réponse. J'ai descendu les dernières marches en accélérant, et en arrivant dans le couloir, j'ai vu que le salon était vide. Le fauteuil roulant était là, mais vide. Abandonné au milieu de la pièce comme une carcasse, les roues bien immobiles, les accoudoirs vides et bêtes. Mon cerveau a mis plusieurs secondes à traiter l'image. Plusieurs secondes pendant lesquelles je suis restée plantée là, la main sur la rampe, à regarder ce fauteuil sans Anselme dedans, comme si c'était une apparition. Puis j'ai entendu un bruit qui venait de la cuisine, un bruit de pas, des pas réguliers, fermes, sur les tomates froides de la cuisine. Je me suis avancée dans le couloir, le cœur cognant contre mes côtes avec une irrégularité affolante, et j'ai poussé la porte de la cuisine. Anselme était debout,
sur ses 2 pieds, les épaules droites, la tête haute, en train de se glisser derrière la cuisinière avec la souplesse précise de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Il avait dans la main droite une clé à molette que je ne savais même pas que nous possédions, et de l'autre main, il tâtait le tuyau d'alimentation qui courait le long du mur. Il y avait quelque chose d'absolument stupéfiant dans la normalité de ses gestes. Il ne titubait pas, ne vacillait pas, ne cherchait pas ses appuis. Il se déplaçait avec la désinvolture d'un homme qui n'a jamais eu le moindre problème à marcher. « Anselme !» Ma voix est sortie comme un chuchotement écorché. Il ne s'est pas retourné tout de suite. Il a d'abord fini ce qu'il faisait. Un geste précis de la clé, un quart de tour, puis un autre, et l'odeur de gaz a commencé à se dissoudre dans l'air comme de l'encre dans l'eau. Seulement alors, il s'est redressé, lentement, et il s'est retourné vers moi. Ses yeux gris-vert m'ont regardé avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage en 2 ans. Pas de la culpabilité, pas de la surprise d'être pris. Quelque chose de plus complexe, de plus lourd, comme la fatigue de quelqu'un qui porte un secret depuis trop longtemps et ne sait plus très bien s'il est soulagé ou terrifié d'en être délesté. Il a dit « Il y a des choses que tu dois savoir sur ton mari ». Le silence qui a suivi cette phrase avait une texture particulière. Pas le silence neutre des maisons vides, mais celui des sous-bois juste avant que la foudre ne tombe, chargé, électrique, immobile d'une immobilité qui n'est pas du calme. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé, j'ai attendu. Anselme s'est avancé vers la table de la cuisine, cette grande table en chêne massif sur laquelle Théodose et moi avions pris des milliers de repas. Et il s'est assis. Pas avec l'aide d'un accoudoir, pas avec précaution. Il s'est assis comme quelqu'un s'assoit. Il a posé la clé à molette sur la table entre nous et il m'a regardé. « Assois-toi, Céliane. » J'aurais dû peut-être résister au commandement. J'aurais dû peut-être crier ou partir en courant ou faire n'importe quoi d'autre que ce que j'ai fait, qui était de tirer la chaise en face de lui et de m'asseoir. « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé, et je savais que ma question était trop vague, qu'elle pouvait s'appliquer à la marche ou à autre chose, mais c'est la seule que j'ai pu formuler. « Depuis toujours, pour les jambes. L'accident de moto a existé, les fractures aussi. Mais la paralysie, le docteur Alverson appelait ça une paralysie fonctionnelle. Elle était réelle d'une certaine façon, mon cerveau y croyait, mon corps obéissait. Mais ce n'était pas une lésion de la moelle épinière, ce n'était pas irréversible. Théodose le sait ? Une pause courte, puis, mon père a passé 2 ans à me faire croire que j'étais incapable de marcher. La cuisine s'est mise à tourner légèrement. J'ai posé mes 2 mains à plat sur la table, cherchant quelque chose de solide auquel me raccrocher, et le bois rugueux du chêne m'a ramené dans la réalité. Une réalité qui était en train de se recomposer en direct sous mes yeux, comme un puzzle dont on retourne les pièces et dont l'image finale n'a rien à voir avec ce qu'on croyait assembler. « Je ne comprends pas », ai-je dit. « Pourquoi est-ce qu'il ferait ça ?» Anselme a croisé les mains sur la table, des mains larges, aux articulations saillantes, les mains de son père. Et cette ressemblance m'a donné la nausée pour une raison que je n'aurais pas su expliquer. Mon grand-père, Édouard Vaumarcourt, était propriétaire de cette maison et de 72 hectares de terrain autour. Des terres agricoles, du bois, un étang. Quand il est mort, il a laissé un testament qui stipulait que la propriété irait à son fils, mon père, à la condition que le fils aîné de ce dernier soit en pleine capacité physique et mentale au moment de la succession définitive. Mon grand-père était un homme du 19e siècle, dans un corps du 20e. Il avait des idées précises sur ce que devait être un héritier. Il s'est arrêté un instant. J'entendais le vent dans le jardin, les tournesols qui se courbaient. La succession définitive était fixée à mes 25 ans. J'en ai 24. Dans 4 mois, un notaire doit confirmer mon état de santé pour valider le transfert de propriété à mon père. Si je suis déclarée inapte, les terres reviennent à une fondation caritative et mon père ne touche rien. Si je suis inapte depuis l'accident, ce que tous les médecins que mon père a choisis ont attesté, il n'y a pas de litige possible. J'ai regardé la clé à molette sur la table. Cette clé ordinaire couverte de traces de rouille sur le manche. La fuite de gaz n'était pas accidentelle. Les mots sont tombés entre nous comme des galets dans une eau noire. Anselme. La cuisinière a été réparée il y a 6 jours. J'ai entendu quelqu'un y travailler pendant que je feignais de dormir. Je ne sais pas qui c'était. Je sais que mon père n'était pas là. Il était déjà en déplacement préparatoire pour ce voyage. Quelqu'un qui l'a mandaté. Tu aurais pu mourir ? Oui. Il a dit ce mot avec un calme absolu qui m'a glacé plus que n'importe quelle autre réponse possible. Un calme qui n'était pas de l'indifférence. J'ai vu dans ses yeux quelque chose qui tremblait, comme une flamme dans un courant d'air. Mais celui de quelqu'un qui a déjà eu le temps de mesurer cette vérité, et de la placer quelque part où elle ne le détruisait pas immédiatement. « Toi aussi », a-t-il ajouté, « tu aurais pu mourir. » Et là, quelque chose d'étrange s'est produit en moi. L'effroi était là, bien présent,
palpable, une créature froide qui me parcourait les bras. Mais en dessous, il y avait autre chose, une clarté. Le genre de clarté que j'avais connue une seule fois dans ma vie, à 17 ans, quand j'avais failli me noyer dans la rivière Durance et que sous l'eau, une seconde avant de remonter, j'avais vu les choses avec une précision absolue et cristalline. La clarté qui arrive quand toute l'inutile est balayée. « Depuis combien de temps tu sais tout ça ?» ai-je demandé. « Depuis environ 8 mois. J'ai trouvé des documents dans le bureau de mon père. Des courriers entre lui et un avocat nommé Florimond Kessler. Des attestations médicales antidatées. Un tableau récapitulatif avec, en colonne, les médecins contactés, les sommes versées, les diagnostics obtenus. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Cette question-là, il n'y a pas répondu tout de suite. Il a regardé par la fenêtre, vers le jardin, vers les tournesols courbés. Parce que je ne savais pas de quel côté tu étais. Nous avons parlé pendant 3 heures. Basalte s'était couché sous la table, sa tête chaude posée sur mon pied, comme s'il comprenait qu'il fallait rester là, que sa présence avait une utilité. Anselme m'a tout raconté. Pas dans le désordre fébrile de quelqu'un qui se libère d'un poids trop longtemps porté, mais avec méthode, avec une précision presque douloureuse, comme quelqu'un qui a répété ce récit dans sa tête des centaines de fois en attendant le bon moment pour le dire à voix haute. Il m'a raconté l'accident de moto qui avait été réel, les fractures tibiales bilatérales, la longue convalescence, et puis la paralysie progressive qui était venue après, que le docteur Alverson avait diagnostiquée comme définitive, et que le docteur Wjesniewski, vu en catimini 6 mois plus tôt grâce à l'aide d'une aide-soignante que je n'avais jamais rencontrée, avait diagnostiqué comme fonctionnelle et traitable. Il m'a raconté les séances de kinésithérapie clandestine dans la chambre du fond, les nuits à rééduquer silencieusement ses jambes pendant que la maison dormait. Il m'a raconté le cahier qu'il avait tenu, des pages de faits, de dates, de preuves accumulées avec la patience d'un entomologiste. Et pendant qu'il parlait, je me suis souvenu de choses. Des petits riens que j'avais enregistrés sans les interpréter. La façon dont Théodose répondait toujours à la place d'Anselme dans les conversations médicales, légèrement plus vite qu'il n'aurait dû. La façon dont il avait insisté pour que le docteur Alverson reste le médecin référent, refusant les suggestions que j'avais timidement faites d'un second avis. Le voyage à Lyon, il y a 1 an, pendant lequel il m'avait demandé de ne pas emmener Anselme chez le médecin en son absence. Il est stabilisé, pas besoin de le perturber. Florimond Kessler. J'avais vu ce nom sur une enveloppe, sur le bureau de Théodose, et j'avais cru que c'était une affaire professionnelle. Le puzzle se retournait, pièce après pièce. « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» ai-je demandé quand il a eu fini. Anselme m'a regardé de ses yeux gris-vert qui ne sciaient pas facilement. « J'ai besoin que quelqu'un m'emmène. Le cahier de preuves, ai-je dit. Tu l'as où ?» Il a soulevé légèrement le coussin de son fauteuil roulant, resté au milieu du salon. J'ai vu le coin d'un carnet à couverture noire. Tu caches des preuves sous ton fauteuil roulant, l'endroit où personne ne cherche. Pour la première fois depuis que j'avais descendu ces escaliers, j'ai eu l'impression que mon visage faisait quelque chose qui ressemblait à l'amorce d'un sourire. Pas un sourire de légèreté. Rien n'était léger dans cette cuisine, qui sentait encore vaguement le gaz et les décisions irréversibles. Mais le genre de sourire qui vient quand on reconnaît quelque chose de digne dans une situation indigne. Les semaines qui ont suivi ont eu la texture des rêves dans lesquels on court sans pouvoir s'arrêter. Non pas de panique, mais d'urgence, la différence entre fuir et agir. J'ai pris des rendez-vous sous mon nom de jeune fille, Céliane Morhart, pour éviter le nom de Vaumarcourt, qui risquait d'alerter des gens dans l'entourage de Théodose. J'ai conduit Anselme chez un médecin à Auxerre, une femme, le docteur Pellegrin, que nous avions choisi précisément parce qu'elle n'avait aucun lien avec notre région. Elle a examiné Anselme pendant 1h30, avec des tests neurologiques que j'attendais dans la salle d'attente en feuilletant des magazines sans en lire une ligne. Quand elle est ressortie, elle m'a regardée avec une expression mesurée et professionnelle, et elle a dit « Votre beau-fils présente une paralysie fonctionnelle en rémission avancée. Il devrait être en capacité de marche totale dans 6 à 8 semaines avec une kinésithérapie appropriée. Il n'y a aucune lésion organique. » J'ai demandé si elle pouvait rédiger un certificat détaillé. Elle a dit oui. L'étude notariale était à Sens. Maître Kéronet Faujas, un homme d'une 60aine d'années, avec des lunettes rondes et une façon de vous regarder qui donnait l'impression qu'il avait déjà entendu toutes les histoires humaines possibles et qu'il en avait tiré une forme de sérénité philosophique. Nous lui avons exposé la situation. Il a écouté sans nous interrompre, les mains jointes sur son bureau, les yeux fixés sur le carnet à couverture noire qu'Anselme avait posé devant lui. Quand nous avons eu fini, il a ouvert le carnet et l'a parcouru pendant 5 minutes dans un silence complet. « C'est du travail sérieux », a-t-il dit finalement en regardant Anselme. « J'avais le temps,
a répondu Anselme. Maître Kéronet Faujas a esquissé quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Je vais devoir contacter la fondation caritative désignée dans le testament d'Édouard Vaumarcourt et le parquet, étant donné ce que ces documents impliquent. La succession sera suspendue le temps de l'instruction. Vous comprenez que votre père va être mis en cause pour tentative de fraude successorale et potentiellement pour ce que vous décrivez comme une falsification de diagnostics médicaux. Et selon ce que l'enquête révèle sur la fuite de gaz, je comprends, a dit Anselme. Il a dit ça de la même façon qu'il avait dit oui quand j'avais mentionné qu'il aurait pu mourir. Avec le calme de quelqu'un qui a déjà fait le deuil de quelque chose. Pas de son père peut-être, mais de l'idée qu'il avait eue de son père. Cette idée-là, qui avait existé avant les documents trouvés dans le bureau, avant les fractures, peut-être même avant sa naissance. Théodose est rentré 19 jours plus tard, pas 22. Il y avait quelque chose dans son visage en entrant dans la cuisine. Une légère crispation autour des yeux, une façon de regarder vers le fourneau, vers les tuyaux, qui m'a dit qu'il savait que quelque chose n'avait pas fonctionné comme prévu. Mais il n'a rien montré. Il a posé ses valises, il a embrassé ma joue, il a dit qu'il était fatigué, qu'il voulait un verre de vin rouge. Anselme était dans son fauteuil roulant. J'ai regardé mon mari déboucher la bouteille et j'ai pensé à toutes les fois où j'avais mangé à cette table sans voir ce que je voyais maintenant. À toutes les conversations où j'avais cru entendre autre chose que ce qui se disait vraiment. Je pensais à Basalte qui avait tremblé en haut des escaliers. Je pensais au mot mixte que le docteur Alverson avait cherché si longtemps. « Tu as fait bon voyage ?» ai-je demandé. « Correct », a-t-il dit, fatigant. Le lendemain matin, maître Kéronet Faujas a déposé les documents au tribunal. 2 jours plus tard, 2 officiers de police judiciaire se sont garés dans la rue Volmier. Ce soir-là, quand tout le monde fut parti et que la maison reprit sa respiration normale, Anselme et moi sommes restés assis à la table de la cuisine. Il avait laissé son fauteuil contre le mur. Il s'était servi un verre d'eau. Dehors, dans le jardin obscur, les tournesols avaient depuis longtemps renoncé à tenir leur tête droite, mais les tiges restaient debout, sèches, tenues, avec cette obstination végétale qui ne sait pas ce que c'est que de céder tout à fait. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» lui ai-je demandé. « D'abord marcher vraiment, ensuite voir. » Il a dit ça simplement, avec dans la voix quelque chose qui ressemblait à quelqu'un qui voit, pour la première fois depuis longtemps, que le chemin devant lui est ouvert. Je n'ai pas demandé ce qu'il ferait de la maison, des terres, de tout ce qui allait venir. Ces questions avaient leur réponse quelque part dans l'avenir, dans des salles d'audience et des études notariales, dans des conversations que nous n'avions pas encore eues. Ce soir-là, ce n'était pas le moment pour elle. Ce soir-là, il y avait juste un jeune homme debout dans une cuisine qui sentait le chêne et le café, et une femme qui apprenait que les maisons où l'on croit vivre ne sont pas toujours les maisons où l'on vit vraiment. Basalte s'est levé, a traversé la pièce et a posé sa tête sur les genoux d'Anselme. Le vent a poussé quelque chose contre la fenêtre, une feuille, une brindille, un rien. Et la nuit a continué. Si cette histoire vous a touché, likez et abonnez-vous. Chaque soutien compte énormément.